Bonjour à tout le monde, bonsoir. Je sais que vous êtes venus pour moi, donc je vais faire un long discours. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Je plaisante, mon nom est Henri Bergeron, je suis professeur de sociologie à Sciences Po et titulaire de la chaire qui co-organise cette conférence, qui est une chaire qui s'appelle Transformation des organisations et du travail, et qui est une chaire qui travaille précisément, qui fait des recherches et qui construit des enseignements autour de la transformation de l'action publique, des processus de décision publique, mais aussi des organisations publiques qui sont censées produire des services publics, des biens publics, et bien sûr la façon dont ces transformations affectent les métiers, les pratiques professionnelles, le travail au sens large et le sens du travail. Donc on est vraiment ravis de faire ça avec d'avoir cette conférence de lancement ici à Sciences Po. On avait déjà commencé à collaborer l'année dernière sur le premier rapport, notamment sur les questions des politiques de santé. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Encore une fois, merci à vous tous et à vous toutes d'être présentes ce soir, et j'espère que cette conférence va vous intéresser. Je passe la parole. Merci Henri. Et moi, je résous un mini problème technique pour pouvoir vous montrer le PowerPoint qu'on a prévu. Merci. Le schéma d'écran. Ça a l'air très ponctuel. Ah, c'est bon. Merci Henri pour l'accueil. Merci à toutes et tous d'être venus aussi nombreuses et nombreux. J'ai cassé le micro. Hop. On est très heureux d'être ici avec vous ce soir pour vous présenter et pour mettre en débat avec vous la deuxième édition de notre rapport sur l'état des services publics. C'est le fruit d'un travail de 10 mois fait avec de multiples mains, de multiples esprits et de multiples compétences. C'est à la fois une grande fierté et le début d'un second temps pour ce rapport, celui de sa mise en débat, médiatique un peu aujourd'hui, politique dès ce soir, et puis qu'on espère surtout être la plus utile possible. Avec une centaine d'experts et d'expertes, d'agents publics, de designers, de membres du collectif, on s'est posé une question simple. C'est quoi le lien entre les services publics et l'écologie ? En plus des services publics qu'on a étudiés l'année dernière, on a la santé et l'éducation, la justice et la sécurité, le transport, le financement et le fonctionnement des services publics. On s'est dit que ça ne faisait pas assez. Et donc, on s'est penché sur 4 nouveaux secteurs de politique publique. L'eau, le logement, l'enseignement supérieur, le travail et l'emploi. Et c'est tout. Et ça fait déjà pas mal. Pour répondre aux crises écologiques, on parle beaucoup de besoin d'investissement. On dit il faut plein d'argent supplémentaire, et c'est ça le gros problème. On entend aussi qu'on dépense trop. Ça revient pas mal dans le débat public en ce moment avec l'arrivée du projet de loi de finances et des débats budgétaires. Voire que les services publics seraient un luxe qu'on ne peut plus vraiment se permettre. Entre ces deux visions manichéennes, il faut beaucoup plus d'argent et on ne peut plus se le permettre. On a repris une méthode qu'on aime bien, c'est-à-dire de ne pas penser les services publics d'abord par les moyens, mais de réfléchir aux besoins de la population. Ça, c'est important à plusieurs égards. Penser les besoins avant les moyens, c'est important politiquement. Ça invite à se demander à quoi répondent réellement les services publics. L'année dernière, ça nous a permis de mettre en exergue le fait qu'il y avait une croissance des besoins sociaux. Cette année, ça rend compte d'une situation où les besoins ne sont pas simplement en train de croître, ils sont en conflit les uns avec les autres. Avant de rentrer un peu plus en détail dans le rapport, je vais faire un petit mot sur le déroulé de ce rapport de ce soir que je n'ai pas du tout mis dans ce PowerPoint, donc c'est pas grave. Ça va être à l'oral et ça va se dérouler en vrai, donc ce sera plus simple. Dans un premier temps, moi je vais vous raconter un peu les grandes conclusions de ce rapport et ensuite
mes camarades, co-auteurs, co-autrices des différents chapitres de ce rapport, vont vous présenter les grandes conclusions thématiques, sectorielles, qu'on tire de ce long travail qu'on a mené ensemble. On accueillera ensuite Cécile Blatrix, chercheuse en sciences politiques à l'AgroParisTech, Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France, et Antoine Pellion, secrétaire général à la planification écologique, pour débattre du rapport avec Arnaud Bontemps, qui est co-porte-parole du collectif et qui a également coordonné ce rapport avec moi. Il y aura un dernier temps d'échange collectif avec vous dans cet amphi et qu'on vous propose de prolonger dans un bar autour d'un verre au Basile quand on se fera virer Manu Militari de cet amphi à 21h15. J'en profite encore, avant de continuer à vous parler du fond, pour remercier vraiment très fort toutes celles et ceux qui ont rendu ce rapport possible. C'était vraiment un grand travail très collectif de réflexion, de compilation de données, de relecture, de changement de plan, de mise en page et puis de mise en ligne. Et aujourd'hui, de mise en débat avec vous toutes et tous. Donc vraiment, merci à toutes les personnes qui ont rendu ce rapport possible et à vous qui contribuez à rendre le débat plus vivant. J'en viens maintenant aux conclusions qu'on tire de ce rapport, qui ne sont pas celles-là. Celle-là, c'est celle de l'année dernière, mais elle reste intéressante. La première conclusion, l'année dernière, on parlait de croissance des besoins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'augmentation des besoins, ce qu'on a appelé l'augmentation des besoins de l'année dernière, c'est en réalité une amélioration radicale des conditions de vie. Et ça a façonné nos besoins, la manière d'y répondre et nos aspirations à la poursuite du progrès. Avant, il n'y avait pas ou très peu de douches et de toilettes dans un logement. Aujourd'hui, ça concerne moins de 1% des logements en France. On considère que ceci est normal et que ceci doit se poursuivre nécessairement. Au-delà de ça, la croissance du volume de logements, ça a surtout accompagné la décohabitation. On ne veut plus... les aspirations sociales ne sont pas de rester vivre chez ses parents, mais bien d'en partir, de ne pas avoir plusieurs familles qui cohabitent sous un même toit. Or, les crises environnementales, elles percutent une partie de ces besoins et surtout la manière d'y répondre. Elles génèrent des conflits de besoins. On a besoin de plus se loger parce que les jeunes adultes quittent le domicile familial, parce que la population croît, mais il nous faut aussi réduire l'artificialisation des sols, les émissions de gaz à effet de serre liées à la construction de logements. Et c'est là que rentrent en jeu les services publics. L'architecture des politiques publiques, elle a été pensée bien avant qu'on arrive à comprendre les limites planétaires, et donc elle ne les intègre pas. Et donc au lieu de venir atténuer ces conflits, c'est ça qui est très dangereux et problématique dans ce qu'on constate aujourd'hui, au lieu d'atténuer les conflits, les politiques publiques tendent à les aggraver. On va à contresens. Et donc, du coup, plutôt que de se demander est-ce qu'il faudrait un peu plus d'argent et infléchir un petit peu plus, il y a une vraie urgence à arrêter d'aggraver. On aura une ressource en eau, par exemple, de qualité pour tout le monde, que si on veille au bon état des milieux aquatiques. Or, on n'y consacre que 3% des dépenses de la politique de l'eau. On n'y pense pas. C'est complètement un impensé ou insuffisamment pensé dans la politique de l'eau. En matière de logement, les niches fiscales soutiennent massivement la construction neuve. Ça nous enferme dans une forme de réponse aux besoins qui a des conséquences environnementales et sociales néfastes. Donc on n'a pas seulement besoin d'argent en plus, on a surtout besoin, ou d'abord besoin, de changer de logiciel. Donc nous, on en tire 3 leçons pour l'action publique. La première, la plus urgente, c'est d'arrêter d'aggraver des conflits de besoins. Par exemple, pourquoi est-ce que la puissance publique soutient la construction de méga-bassines qui viennent perpétuer une agriculture intensive et très consommatrice d'eau? Hiérarchiser et prioriser les besoins. Seule la puissance publique a la légitimité démocratique pour proposer une hiérarchie des besoins et de la manière d'y répondre. Et enfin, on pense que les services publics, ça fait partie de la solution. Ce n'est pas juste un luxe, un truc un petit peu accessoire, c'est un horizon de progrès collectif. On voit bien que la transition écologique, ça percute nos manières de faire et les besoins auxquels on va continuer de répondre. Répondre par les services publics, par de la mise en commun, c'est aussi un horizon qui nous semble souhaitable et pas simplement un horizon de réduction de l'avenir.
Je passe désormais la parole à mon camarade Jean-François pour présenter les conclusions du chapitre sur l'eau. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Premier point, je vais en évoquer un certain nombre, mais très vite, et on y reviendra si vous le souhaitez dans la discussion. Nous avons choisi d'intégrer l'eau comme un des chapitres de ce rapport parce que depuis toujours et en tout lieu, l'eau est un sujet politique et un sujet qui est pris en charge par l'autorité politique. C'était vrai dans les premières sociétés mésopotamiennes, c'était vrai dans les cités grecques ou romaines, et c'est vrai en France depuis un bon moment, à vrai dire, où la loi fait obligation aux collectivités locales, aux communes en particulier, d'organiser un service public d'approvisionnement en eau potable. C'est tellement politique, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, en France, mais c'est vrai dans toute l'Europe, tout le monde se mêle de la politique de l'eau, depuis la commune, le département, bien que maintenant ce soit théoriquement interdit, les régions, le national et l'Union européenne. Donc un sujet très politique, et finalement ça peut se comprendre parce que nous n'avons pas de ressources naturelles plus précieuses que l'eau. Nous pourrions vivre sans doute différemment d'aujourd'hui sans pétrole, mais sans eau, assurément, on ne pourrait pas vivre. Donc il est assez logique que les politiques publiques se préoccupent de l'eau. Quels défis ces politiques de l'eau doivent-elles surmonter ? Il y en a un qui est ancien, qui consiste qui est celui de délivrer aux populations de l'eau potable, de qualité suffisante. Et à vrai dire, lorsque Eugène Belgrand a dû approvisionner Paris en eau potable sous Napoléon III, il a trouvé une solution assez simple, c'était d'aller à 120, 130, 140 km de Paris, construire des aqueducs et amener l'eau de la campagne à la ville. Et celle-là était bonne, ça a libéré les Parisiens, une partie d'entre eux en tout cas, de l'obligation de boire l'eau immonde de la Seine. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller à la campagne pour trouver de l'eau de bonne qualité, et c'est même un peu le contraire. Et vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler des pesticides, des excès de nitrates, etc. etc. Et le problème est devenu plus compliqué qu'au temps d'Eugène Belgrand pour cette raison-là. Le résultat, c'est d'ailleurs que 15% des Français ont à leur robinet une eau qui ne respecte pas les normes sanitaires en matière de teneur en pesticides, par exemple, et de divers autres nitrates, etc., qui polluent l'eau. Alors ça, c'est un problème assez ancien. On a fait plein de plans gouvernementaux qui n'ont pas trop marché, qui ont coûté très cher pour essayer de régler ça, mais on a un nouveau problème qui apparaît et qui est au moins aussi menaçant, c'est celui des PFAS, qui sont les polluants perpétuels dont l'excellent film Darkwater montre les effets très néfastes sur l'homme et sur les animaux, puisque ceux-ci tuent à la fois le paysan et ses vaches laitières. Et il se trouve que ces PFAS, il y en a partout, parce que c'est un produit très pratique, qui a des applications industrielles très nombreuses. Il y en a plus de 4000 en circulation, et il y en a partout, dans l'eau, dans l'air, dans les sols et dans nos organismes. Et on ne sait pas très bien quels en seront les effets à long terme. Donc c'est un sujet qui est devant nous et qui aura des conséquences pour les gestionnaires de services de l'eau. Un autre défi qui est un peu permanent, c'est celui du financement de la politique de l'eau. En 2015, il n'y a pas de chiffre plus récent que je connaisse, en tout cas, le coût du service public de l'eau, tout compris, c'était à peu près 26 milliards et demi d'euros, ce qui est quand même pas rien. Ces 26 milliards et demi d'euros, ils sont payés par vous, par nous, par tout le monde. C'est les consommateurs d'eau qui payent. Ils payent là-dedans le prix du mètre cube de l'eau et de l'assainissement de l'eau qu'ils utilisent, mais ils payent aussi beaucoup d'autres choses, notamment les redevances des agences de l'eau, dont on pourra parler, qui permettent d'avoir des politiques un peu plus transversales en faveur de l'eau. Et il se trouve que ce sont les ménages qui paient à 83% ces redevances, tandis que les agriculteurs les payent pour 10% et les industriels pour 7%. C'est une sorte de principe pollueur-payeur inversé, c'est ceux qui polluent qui ne payent pas pour les redevances de l'eau. Évidemment, c'est un sujet parce que les coûts ne vont pas baisser, les coûts de la politique de l'eau. Quelles que soient les solutions qu'on trouve, l'effort de dépollution va augmenter, il faut investir dans les réseaux si on veut limiter les fuites, etc. Et donc, il y a un vrai sujet d'investissement à terme dans cette politique. Il y a un problème nouveau que doivent traiter les services de l'eau, c'est qu'on a longtemps vécu en France en se disant que de l'eau, ce n'est pas un problème, on en a suffisamment. C'est un peu comme quand Napoléon se baladait avec Chaptal en disant « Qu'est-ce que je peux faire de grand et de bon pour les Parisiens ?» Chaptal lui dit « Allez chercher de l'eau propre ». Il avait fermé le canal de l'Ourcq à l'époque. Napoléon se dit « Comment de l'eau? Il y a la Seine, c'est parfait. » Mais déjà à l'époque, l'eau à peu près convenable, ça coûtait 36 francs à l'année pour tout le monde.
C'était un problème pour les plus pauvres. Aujourd'hui, on manque carrément d'eau. Évidemment, ça peut faire rire en ce moment parce qu'il a beaucoup plu en 2024, mais la météo n'est pas le climat. Et en tendance, on a de moins en moins d'eau disponible. Il y a même une étude qui a été faite sous l'égide du ministère de l'écologie qui montre qu'en 15 ans, l'eau disponible a diminué de 14%. Ce qui est un vrai problème parce que ça oblige à repenser le service public dans une autre dimension et notamment à se transformer d'un service public de l'eau et de l'assainissement en un service public du grand cycle de l'eau. On en est encore loin, on pourra revenir plus en détail sur le contenu de tout ça si vous le souhaitez. Alors moins d'eau, ça entraîne des conflits d'usage de plus en plus nombreux, de plus en plus violents. Marie en a parlé, on a tous en tête les épisodes Sainte-Soline, Sivins, etc. Mais il n'y a pas que les paysans qui sont concernés. D'abord, entre eux, ils ne sont pas d'accord. Il y a des paysans irrigants, des paysans non irrigants. Il y a des industriels qui sont aussi très gourmands en eau. Quand ST Microelectronics à Grenoble veut étendre son usine, ça pose un problème d'alimentation en eau de la population de Grenoble. Lorsque le groupe Nestlé pompe dans les Vosges pour produire Contrexévil ou Vittel, ça pose un problème d'approvisionnement en eau potable des populations du coin. Donc ces conflits d'usage, ils sont généralisés et ils sont de plus en plus difficiles à gérer, d'autant que la démocratie de l'eau, me semble-t-il, est déficiente. On a longtemps présenté ça comme un modèle de démocratie avec ses comités de bassin, parlement de bassin, etc., etc. En réalité, les choses se passent pas si bien que ça, et je donnerai un seul exemple. Au niveau local, l'endroit où on doit pouvoir discuter de la politique de l'eau, vraiment, les populations, ce sont les commissions locales de l'eau. Il y en a sur un peu moins de la moitié du territoire seulement. Ailleurs, il n'y en a pas. Donc, écoutez, c'est ceux qui ont le pouvoir qui se débrouillent. Voilà les grands constats que l'on peut faire. Du coup, les pistes de solutions en découlent assez naturellement. Il faudrait réfléchir à la démocratisation de l'élaboration et de la gestion de la politique de l'eau. Privilégier des solutions fondées sur la nature, parce que ça coûte moins cher de stocker de l'eau dans une zone humide que dans des grands réservoirs que vous construisez avec du béton, de l'acier qui coûtent très cher et qui ont d'autres effets très négatifs. Faire des schémas de gestion de l'eau qui existent déjà aujourd'hui, en faire des outils de gestion quantitative de l'eau, appliquer le principe pollueur-payeur, et puis redonner aux collectivités locales ou renforcer les moyens dont elles disposent, souvent trop faibles, pour contrôler leurs délégataires de services publics de gestion de l'eau. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je vais vous parler de logement. Alors, le logement, c'est vrai que c'est pas à proprement parler couvert par un service public universel, mais c'est pour autant un besoin essentiel et même un droit opposable depuis 2007, ce qui justifie une intervention massive des politiques publiques sur ce secteur depuis pas mal de décennies. Premier message, premier constat du rapport, si on essaie d'ancrer la réflexion dans une certaine profondeur historique, c'est qu'on constate qu'on est passé d'une politique qui visait initialement le logement pour tous à une politique de soutien à un secteur clé de l'économie française, le bâtiment notamment, à travers notamment le soutien à l'accession à la propriété et à la construction neuve. Alors c'est vrai qu'après-guerre, on avait mis en place une politique massive de construction de logements sociaux, je pense que tout le monde voit ce à quoi je fais allusion, et qui avait eu des résultats très probants dans la résorption du mal-logement, qui était celui d'après-guerre. Et on a eu plusieurs changements majeurs, et le premier, c'est celui de 1977, ce qu'on appelle les réformes Barre, et qui consiste à cibler l'argent public depuis les aides à la construction de logements sociaux aux aides aux ménages pour qu'ils puissent se loger, pour les aider à se loger sur le marché privé. Ça, c'est la réforme des aides à la pierre vers les aides à la personne. C'est une première inflexion, voire une révolution dans la politique du logement. Et elles se sont poursuivies avec une deuxième inflexion qui est plus diffuse dans le temps, qui est la création, t'en as parlé Marie, de niches fiscales pour l'investissement locatif des particuliers. Celles-ci, elles ont commencé dans les années 90 et elles se sont ajoutées les unes après les autres dans l'objectif de favoriser essentiellement l'emploi local, un secteur de l'économie, on l'a dit. Le bâtiment, c'est des emplois, y compris dans des bassins d'emploi un peu sinistrés, des emplois non délocalisables, peu qualifiés.
En parallèle ou de ça, et peut-être même à cause de ça, on observe l'aspiration croissante au modèle pavillonnaire qui ne s'est pas démenti depuis les années 50, qui devient une réalité pour la plupart des Français. Aujourd'hui, les sondages d'opinion, c'est 4 Français sur 5 qui veulent habiter dans un pavillon. C'est quasiment 2 tiers des Français qui y habitent réellement. Donc ces changements majeurs qui sont de l'ordre sociétaux ont été aussi permis grâce à la mise en place de ces politiques publiques. Deuxième message, c'est que l'accès au logement il constitue une des composantes clés des inégalités sociales et générationnelles dans ce pays. Premier poste de dépense, le logement, c'est 27% du revenu imputé par le logement. Ça a triplé en 60 ans. Alors, certes, la qualité du logement s'est nettement améliorée, ça explique aussi ça. Mais derrière cette moyenne, il y a des écarts très importants entre d'un côté 40% des ménages qui ont fini de payer leur logement et qui consacrent moins de 10% de leurs revenus à payer leur logement. Et les 60 restants qui sont en train d'acquérir leur logement ou qui sont locataires et qui, eux, ont un taux d'effort, ce qu'on appelle le taux d'effort, la part du revenu imputé pour la dépense logement, plutôt de l'ordre du tiers et même 40% pour les 10 millions les plus pauvres. Alors le logement, c'est un bien essentiel, on l'a vu, mais c'est surtout un élément patrimonial. C'est d'ailleurs le premier élément patrimonial du patrimoine des Français, c'est plus de la moitié, 60% aujourd'hui. Et aujourd'hui, on observe une concentration croissante de celui-ci comme nous n'avions pas vu peut-être depuis le 19e siècle. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport parlementaire qu'on vous a mis une petite phrase, un extrait là. Peut-être un chiffre pour illustrer ça. 3,5% des ménages possèdent à eux seuls 50% des logements loués par des particuliers. 3,5% possèdent la moitié des logements loués par des particuliers. Et là, la carte, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elle montre que dans les cœurs de métropole, ça se manifeste avec davantage d'acuité encore, puisque vous avez les iris, ou enfin en tout cas des secteurs géographiques qui montrent la part de logements possédés par des multipropriétaires de plus de 5 logements. Et donc, quand vous avez une couleur qui est claire, vous êtes à plus de la moitié des logements dans ce secteur géographique-là qui est possédé par des multipropriétaires de plus de 5 logements. Alors ça, c'est aussi le résultat de 30 ans de politique de soutien à l'investissement locatif. Enfin, un dernier message, et celui qui traverse la plupart des thèmes abordés ce soir, c'est effectivement l'impératif écologique qui vient percuter les objectifs et les outils des politiques publiques et les trajectoires résidentielles dominantes. Ça percute la réponse des pouvoirs publics aux besoins en logement, qui sont essentiellement historiquement basés sur la construction neuve, on l'a dit. Et celle-ci, elle est très émissive de gaz à effet de serre, 2 à 4 fois, selon les estimations, 2 à 3, 4 fois plus émissive que la rénovation des logements. Et aujourd'hui, donc, on a tous les scénarios volontaristes en matière d'écologie qui tablent sur des scénarios de production de logements qui sont bien contradictoires avec ceux élaborés par le monde du logement. Alors, le monde du logement, ça va de la Fédération des promoteurs immobiliers à la Fondation Abbé Pierre, c'est dans sa diversité. Donc là, on a effectivement une contradiction majeure. Les scénarios les plus optimistes, enfin les scénarios les plus volontaristes d'un point de vue écologique, tablent sur la captation de logements existants, transformer des résidences secondaires en résidences principales, capter des logements vacants, en tout cas pour ceux qui peuvent l'être. C'est sûrement un levier, c'est sûrement un vivier, mais ça ne suffira pas. Tout ça interroge davantage, plus globalement, notre manière d'habiter. Les crises écologiques nous invitent à nous poser la question à notre soutien, le soutien politique à l'accession à la propriété et à notre aspiration en tant que ménage au modèle pavillonnaire. Donc je l'ai dit, c'est quand même 4 ménages sur 5 qui souhaitent habiter dans un modèle pavillonnaire, dans un pavillon. Le pavillon, il est gourmand en espace. L'habitat individuel est le premier facteur d'artificialisation aujourd'hui. Il crée de la dépendance à la voiture, il éloigne des centralités. Bon. Une ministre du Logement avait même qualifié le pavillon de non-sens écologique. Alors, on peut dire que l'émoi suscité par cette formule et le rétropédalage qui s'en est suivi
dénote quand même d'une certaine frilosité du monde de l'habitat, des acteurs de l'habitat, pour changer les manières d'habiter, ou en tout cas réinterroger celles-ci. Pourtant, la taille des logements n'a jamais été si grande, quand la taille des ménages diminue encore. On a, chaque Français, gagné 23 mètres carrés en 50 ans par personne. Alors, ces défis supposent d'adapter nos outils en conséquence, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Peut-être que cette sobriété foncière, cette frugalité immobilière nous amènera à renforcer davantage nos outils de maîtrise collective du foncier, nos outils de maîtrise des prix du logement. Peut-être que ça nous incitera à davantage mettre en place davantage de régulation publique. Mais en tout cas, on a besoin de s'appuyer sur, je finis puisque on me presse, effectivement, j'ai bien dépassé, s'appuyer sur les collectivités locales qui sont aussi qui ont les leviers pour répondre aux besoins en logement, qui d'ailleurs s'expriment assez différemment selon les territoires. On le voit, la conciliation entre des besoins aujourd'hui contradictoires appelle à une régulation démocratique. Et il est donc nécessaire de débattre et d'arbitrer des changements de politique, des manières d'habiter à l'avenir. Merci. Bien, on m'entend ? Oui. Alors moi, je vais vous parler d'un chapitre qu'on a déjà présenté l'année dernière et qu'on a actualisé cette année, ce sont les transports. Je vais essayer d'aller vite. On part d'un constat qui n'étonnera pas grand monde ici, c'est que les Français continuent d'adorer la bagnole. On le voit derrière moi. Au début des années 60, la part modale du train et de la voiture était encore à peu près comparable et très vite, la voiture a pris le dessus jusqu'à représenter environ 70% dans les années 90 et depuis, on le sait, la tendance n'a pas changé. Plutôt que de profiter de la rapidité de la voiture pour dédier du temps peut-être à d'autres activités, on a préféré malheureusement allonger nos trajets et aménager le territoire en fonction de ce mode de transport. Ce qui fait que les zones peu denses ont progressivement perdu leurs emplois et leurs services de proximité, y compris leurs services publics, tandis que les grandes métropoles à côté se sont agrandies et ont concentré la majorité de l'activité. Et donc on donne un chiffre ici, 25 à 30% des petits commerces alimentaires ont disparu des territoires ruraux entre 1980 et 2000. Aujourd'hui, donc, 80% des distances parcourues en France le sont en voiture. Ça signifie que la mobilité est devenue une affaire privée sur des infrastructures pourtant publiques. On a repris une récente étude de la Direction générale du Trésor qui dit que même en comptant les péages et les taxes sur les carburants, les automobilistes ne payent qu'un tiers du coût complet de la route pour la collectivité, en prenant en compte les externalités telles que le bruit, la pollution ou encore les accidents. Autrement dit, la route ne paye pas la route et on continue à répondre aux besoins de déplacement par des modes de transport carbonés au détriment de nos besoins de décarbonation. Ensuite, l'allocation actuelle des moyens dédiés à la mobilité aggrave les conflits de besoins. D'abord, il faut rappeler que les transports sont le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, majoritairement à cause du transport routier. Dans le même temps, les transports en commun peinent encore à se développer, faute d'investissements et d'infrastructures suffisants. Ils peinent notamment à se substituer aux plus gros problèmes, c'est-à-dire la mobilité quotidienne sur de longues distances, autrement dit les trajets domicile-travail. Et cette mobilité, on sait qu'elle est à la fois la plus polluante et la plus dépendante de la voiture. Malheureusement, les ménages les plus modestes sont particulièrement concernés par ce problème et ne disposent bien souvent d'aucune solution de substitution abordable. Aujourd'hui, les transports en commun ne sont rentables que dans les zones denses, c'est-à-dire là où finalement les besoins sont les moins pressants. Et on continue à investir massivement dans les RER métropolitains, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, alors que les petites lignes à côté souffrent encore d'un sous-investissement chronique et peinent à se relancer. Alors oui, on peut dire que globalement, ça va mieux, mais ça va mieux surtout si vous habitez à côté d'une station du Grand Paris Express. Donc on peut dire qu'en perpétuant cette façon d'aménager le territoire, les politiques publiques renforcent les inégalités territoriales et fragilisent par ailleurs notre capacité à résoudre les conflits de besoins dont je viens de parler.
Pour terminer, on peut dire qu'on prend le problème de la mobilité par le mauvais bout. La stratégie actuelle de transition écologique, elle part du principe que nos besoins de mobilité vont continuer à croître. Or, on le sait, cette approche, elle ne permet pas d'atteindre nos objectifs de décarbonation. Il faut aussi rappeler que le secteur des transports est le seul à voir ses émissions augmenter en tendance ces 10-15 dernières années, même si on note une inflexion avec la crise sanitaire en 2023, me semble-t-il. Donc espérons que cette tendance se poursuive. Pourtant, on continue de miser en priorité sur le verdissement de la flotte de voitures, donc notamment les voitures électriques, plutôt que sur une mobilité plus sobre. On préfère donc repeindre le problème en vert plutôt que d'y attaquer frontalement. Pourtant, il est important de rappeler que nos besoins de mobilité ne sont pas gravés dans le marbre. En réalité, ils sont très récents dans l'histoire, en tout cas si on se replace dans l'histoire de la France. Et donc la transition écologique, elle doit nous amener d'abord à repenser ces besoins de mobilité, à les hiérarchiser et à réfléchir aussi à la manière dont on y répond de manière plus durable. Pour nous, il s'agit d'une question absolument centrale pour construire un avenir où l'accessibilité des services et des territoires prime sur la capacité à répondre à l'augmentation continue de nos déplacements. Et je suis dans les temps. Bonsoir. Pour ma part, je vais vous parler de l'enseignement supérieur, qui est un service qui est de moins en moins public. Alors, ce qui s'est passé après-guerre, c'est qu'on a décidé de faire la massification éducative, c'est-à-dire qu'on a décidé d'allonger massivement la durée des études et le nombre de jeunes qui faisaient des études supérieures. Alors pour ça, on a investi massivement, on a construit plein d'universités et les objectifs qui ont été fixés sont désormais atteints puisqu'on est à 85% d'une classe d'âge au bac et 55% qui sort diplômés du supérieur. C'est-à-dire aujourd'hui, faire des études supérieures, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus banal. Dans cette situation-là, on a fixé un nouvel objectif qui n'est plus le nombre d'étudiants, mais qui est l'insertion professionnelle. Et cet objectif, il est récent, il a pris de plus en plus d'espace et il est abordé de façon purement quantitative puisque finalement, peu importe les conditions d'études et peu importe ce qu'on apprend, du moment qu'on trouve un emploi après sa diplomation. Alors, deux actions dans ce contexte-là. Le premier, c'est la baisse des moyens publics pour les services publics. C'est ce que vous voyez sur le graphique de gauche, avec une baisse d'environ 20% sur les 10 dernières années. Et cette baisse a des conséquences extrêmement concrètes sur les services publics, puisqu'on constate une baisse de 17% des taux d'encadrement dans les universités, une explosion des vacations, une dégradation de l'immobilier, il y a un immobilier qui est plus aux normes, des systèmes de rénovation qui ne sont pas adaptés à nos besoins, mais aussi pour les étudiants, ça se passe mal en cours, mais ça se passe aussi mal en dehors des cours, avec des étudiants, 1 sur 10 qui a du mal à se loger, 1 sur 4 qui a dû faire appel à une aide alimentaire, et un psychologue pour 15 000 étudiants. Donc à côté de ce secteur public qui ne va pas très bien, ce qu'on constate, c'est ce que vous voyez sur le graphique de droite, c'est une forme de privatisation du secteur de l'enseignement supérieur qui va s'appuyer d'abord sur une dérégulation, c'est-à-dire on va baisser les normes pour pouvoir créer des nouveaux acteurs qui vont faire de la formation supérieure privée. Et ensuite de généreux financements publics qui vont tourner essentiellement autour de l'apprentissage. Donc l'apprentissage aujourd'hui, ça nous coûte 25 milliards d'euros d'argent public. Et l'idée, c'est que ça va être porté en partie par des acteurs privés dont on a perdu complètement le contrôle puisqu'il n'y a aucune norme, il n'y a pas de cahier des charges et il n'y a pas de contrôle sur ces acteurs-là. Alors 25 milliards d'euros, c'est à comparer aux 17 milliards d'euros que nous coûtent toutes les universités. Donc c'est vraiment massif. Et pour quels résultats ? Eh bien, tous les rapports, donc on a la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, la mission de l'Assemblée nationale et l'OFCE qui concluent au fait qu'il n'y a pas d'effet positif sur l'emploi. Pourquoi ? Parce qu'on a orienté ces aides sur les étudiants qui en avaient le moins besoin, puisque c'est les étudiants du supérieur, donc ceux qui auraient trouvé un emploi avec ou sans alternance. Alors, une dépense massive et inefficace, plutôt portée sur le service privé, sur le secteur privé, qui résulte à une perte de contrôle sur le système et sur les dépenses des services publics, mais aussi sur la nature des enseignements.
Alors ça, c'est le dernier constat qu'on fait, c'est qu'il est assez difficile, voire quasiment impossible, de faire un lien entre l'enseignement supérieur et la transition écologique. On n'a pas vu grand-chose là-dedans. Alors que finalement, l'enseignement supérieur aurait pu être un outil pour essayer de créer les citoyens émancipés de demain qui seront aptes à faire face aux crises qui nous font face. Dernier chapitre et dernier domaine qu'on va présenter ce soir, c'est celui des politiques publiques du travail et de l'emploi, qui sont un mélange de services publics au sens de services délivrés et connus directement par les usagers, nos concitoyens, et de politiques publiques dans lesquelles les pouvoirs publics irriguent l'économie avec des moyens très importants. On va y revenir, ça reste un champ d'intervention publique majeur que celui du travail et de l'emploi. Et là-dessus, on va d'abord faire un constat sur l'évolution de ces politiques publiques. De ce constat, on va tirer et étudier 3 effets qui nous paraissent particulièrement délétères sur la société française. Et puis, pour terminer, on se posera une question sur comment est-ce qu'on arrive à reprendre la main par rapport à tout ça. Le constat sur l'évolution des politiques publiques en matière de travail et d'emploi, c'est qu'on est passé tout à fait en continuité avec ce qu'on a présenté sur l'enseignement supérieur, de politiques qui visaient à une amélioration qualitative du contenu, des conditions du travail, à une politique plus strictement quantitative, qui ne vise qu'à faire rentrer des personnes dans l'emploi, diminuer le chômage, sans considération ni de la manière de travailler, ni de ce à quoi le travail vise comme modèle social, ni comme objectif collectif. Par quel processus est-ce qu'on est rentré dans cette logique quantitative ? La politique publique a consisté ces 30 dernières années, mais ça s'est beaucoup accentué ces dernières 10 années, à subventionner à toute force le travail à bas salaire, notamment en allégeant les coûts pour les entreprises, sans aucun ciblage qualitatif des types d'activités vers lesquelles s'orientaient les entreprises, plus particulièrement par des exonérations de cotisations qui se sont empilés au fil des années. Ça a commencé en 1993 avec Fillon, et puis ça a été beaucoup accentué encore une fois ces 10 dernières années. À ces exonérations de cotisations se sont ajoutés d'autres moyens publics destinés à faire rentrer un maximum de gens en emploi, par exemple dans les contrats aidés, qui là aussi ciblent plutôt les emplois non qualifiés et les bas salaires. Même chose sur la prime d'activité, qui consiste là aussi à faire rentrer des gens peu payés dans l'emploi plutôt que de rester dans le chômage ou dans le RSA. Tout ça figure dans ce graphique qui n'est peut-être pas hyper lisible, mais juste ce qu'il faut retenir du graphique, c'est qu'il y a des gros chiffres. On y reviendra tout à l'heure, des gros milliards qui sont consommés dans ces politiques qui ont basculé d'une optique, encore une fois, qualitative du travail à une optique quantitative consistant à faire rentrer dans l'emploi. Aujourd'hui, les entreprises sont complètement dépendantes de ces subventionnements, de ces primes, qui font qu'elles sont en grande partie financées pour accueillir des publics peu qualifiés et peu payés. Tout ça, ça a 3 grands effets qu'on considère comme tout à fait délétères. Le premier effet très négatif, c'est sur les salariés eux-mêmes. Dans cette bascule d'orientation des politiques publiques, on a complètement négligé la qualité du travail pour aller vers un mal-travail généralisé, un abaissement des protections. On a par exemple beaucoup diminué les moyens du contrôle et de la régulation qui étaient assurés par exemple par les inspecteurs du travail. On se retrouve avec une grande partie de la population qui cumule des petits jobs et de l'activité réduite. Près de 45% des demandeurs d'emploi sont en fait dans de l'activité réduite. On a une complète porosité entre le chômage et l'emploi, avec des passages de l'un à l'autre, ça se mélange, et un abaissement progressif des protections, notamment de l'assurance chômage, qui est encore sur la table aujourd'hui. La France se retrouve un peu paradoxalement, par rapport à ce qu'on pourrait imaginer de son positionnement, en queue de peloton européen sur les risques associés au travail, par exemple sur les maladies professionnelles. Par ailleurs, cette politique quantitative destinée à faire rentrer en emploi, elle a posé de manière très inégalitaire sur les différents publics. En réalité, les inégalités se sont creusées en défaveur des seniors, notamment des femmes ou des habitants des quartiers prioritaires de la ville. Deuxième grand effet négatif de cette politique, il est macroéconomique. Il n'est pas uniquement sur les salariés eux-mêmes, mais il est sur l'orientation globale qu'on a donnée à la société et à l'économie française.
cette politique de subventionnement des bas salaires, elle n'a pas orienté la nation vers les ambitions qu'on pouvait avoir pour elle, à un moment où justement le niveau de qualification s'améliore, continue à s'améliorer. Eh bien, en fait, en rendant gratuites ou très peu coûteuses les cotisations que doivent payer les entreprises sur les bas salaires, on incite ces entreprises à se concentrer plutôt sur les bas salaires et à aller plutôt vers des activités qui sont intensives en bas salaire et en basse qualification, plutôt que sur des activités qui coûteraient plus cher. On incite à favoriser le travail peu qualifié. On se retrouve par exemple dans un pays où la proportion de salariés au SMIC augmente au fil des années ces dernières années. La proportion de travail peu qualifié augmente et il y a aussi, pour les personnes concernées, une espèce de trappe à bas salaire qui fait que les entreprises ne sont pas du tout incitées à accompagner leurs salariés vers des emplois plus qualifiés ou mieux payés. Au contraire, à rester sur des activités qui seraient plutôt liées à une identité de la France qui pourrait devenir non pas un pays start-up nation, mais plutôt low-cost nation. Troisième effet globalement très négatif de cette orientation des politiques de l'emploi, il est sur les finances publiques. Et c'est là qu'on revient aux grands chiffres qu'on évoquait tout à l'heure. Finalement, ces politiques de subventionnement des bas salaires, des activités peu qualifiées, elles coûtent extrêmement cher. Par exemple, chaque année, on consacre 73 millions d'euros à des exonérations de cotisations. On consacre 10 milliards d'euros à la prime d'activité qui, là aussi, fait rentrer du monde en emploi. On consacre 25 milliards d'euros à de l'apprentissage qui n'est pas du tout ciblé vers des secteurs qualitatifs. Finalement, en fin de compte, on se retrouve d'une part avec des coûts sociaux qui ne sont jamais chiffrés sur la déstructuration du travail et le mal-travail, auxquels s'additionnent des coûts collectifs d'une économie qui se retrouve orientée vers le low-cost plutôt que vers une activité qualitative, et des coûts budgétaires d'un subventionnement généralisé par empilement successif de dispositifs qui, encore une fois, coûtent des dizaines et même des centaines de milliards d'euros avec des impacts qualitatifs non évalués. Alors, comment on fait pour reprendre le contrôle ? C'est tout simplement en reprenant en se posant la question de savoir quels sont nos objectifs, nos finalités au travers des politiques de l'emploi. Quels sont les besoins individuels, quels sont les besoins collectifs qu'on veut favoriser ? Alors même que la société française a de vrais défis devant elle qui ne sont pas posés dans ces politiques de l'emploi. Par exemple, premier défi, c'est le vieillissement de la population. Phénomène majeur qui exige l'émergence d'une économie du care, de la bienveillance, de la prise en charge qualitative qui doit aller avec des formations, des orientations vers ces emplois. Deuxième grand défi qui est devant nous, c'est la transition écologique, qui exige une requalification, une bascule complète de nos manières de concevoir et de fabriquer nos transports, nos logements, notre énergie, notre agriculture et tous les emplois qui vont avec, évidemment. Ces besoins collectifs, qui nécessitent d'être démocratiquement débattus et déterminés, ils demandent de concevoir enfin une politique de l'emploi et du travail qui cible, qui qualifie, qui oriente nos salariés et notre modèle productif vers une trajectoire qui soit enfin qualitative et choisie. On va passer la main aux intervenants et intervenantes et à Arnaud pour la table ronde. Bonjour. On a une place Non. Comme ça. Comme ça ? Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'abord d'être nombreuses, nombreux aujourd'hui. Je suis Arnaud Bontemps, j'ai co-coordonné le rapport sur l'état des services publics avec Marie Plat, que vous avez eu tout à l'heure. Je vais avoir la chance, l'honneur d'animer cette table ronde. On est ravis de vous accueillir. Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam. Bonjour. Antoine Pellion, secrétaire général à la planification écologique. Bonjour. Et Cécile Blatrix, professeure de sciences politiques à AgroParisTech. Merci d'être là parce qu'on
voulait mettre en discussion ce rapport au travers des 3 champs, si je peux dire, que vous représentez d'une certaine manière ce soir. Le champ administratif, dont sont issus beaucoup des personnes autour de cette table, le champ militant et le champ académique. C'est d'ailleurs avec ces 3 champs ou à la rencontre de ces 3 champs qu'on a travaillé ce rapport. Et ça nous intéresse de continuer la mise en discussion et de l'ouvrir ce soir, comme le disait Marie. Alors, on a beaucoup de questions à poser. On a un timing qui est un petit peu dérapé et vous avez certaines fois des contraintes, donc on va un petit peu adapter la table ronde. Je voudrais quand même qu'on puisse avoir le temps d'aborder ou de la structurer un petit peu en 3 temps pour vous faire réagir, ou de faire réagir peut-être 2 d'entre vous selon la durée de vos interventions sur le constat qui est proposé par le rapport. Puis sur l'analyse, et notamment cette question des conflits de besoins qui revient beaucoup, et puis ensuite d'ouvrir sur les perspectives, bien sûr. Et puis, de toute façon, je vous fais confiance pour ne pas répondre aux questions si vous ne voulez pas, et dire les messages, même si ça n'est pas dans la question. Donc, merci. Et d'abord, premier point sur peut-être la question du constat pour vous faire réagir sur ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est-à-dire une amélioration assez massive des conditions de vie au XXe siècle, logement, transport, accès à l'eau, enseignement supérieur, bref, qui a façonné les attentes de la société, façonné qu'on appelle cet horizon de progrès qui heurte aujourd'hui une limite planétaire. En tout cas, c'est le constat ou la description qu'on propose dans ce rapport. Peut-être Cécile Duflot pour commencer. Oxfam travaille sur ces questions de très grand angle, y compris publiera prochainement une nouvelle édition du Commitment to Reducing Inequality Index. On dit CRI. On dit CRI, pardon. Donc, index de l'engagement à réduire les inégalités, dans lequel, alors sans en dévoiler la primaire, parce qu'il n'est pas tout à fait si j'ai un peu public le droit. encore. Si vous le répétez un peu le pas droit, trop. super. En fait, la France est étonnamment très bien classée. En fait, ça va bien. Alors, pas étonnamment, et notamment exactement pour faire écho à ce qui est dit dans ce rapport, pour la qualité historique de la mobilisation de la puissance publique pour répondre aux besoins de sa population. Puisque donc nous, tous les 2 ans, nous établissons ce critère. Alors, c'est un critère qui ne juge pas en valeur absolue sur la qualité, mais qui compare les pays. Et donc, le prochain rapport va sortir le 21 octobre. Donc, je ne vous dis pas tout ce qu'il y a, mais la France est 11e au classement général de tous les pays du monde. Et sur les services publics, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir, elle est 3e. Parce qu'effectivement, en pourcentage de la dépense publique, en pourcentage du PIB, pardon, la dépense publique pour les services publics en France est très élevée. Alors ça s'explique par des choix politiques historiques, par un attachement aussi de la population française aux services publics, par une évidence d'avoir un certain nombre de services qui sont rendus de manière collective, et donc évidemment une grande sensibilité quand ceux-ci sont dégradés. C'est ce qui a pu être présenté dans certains secteurs de votre rapport. Alors en revanche, là où on baisse beaucoup, c'est sur la question de la fiscalité, sur la question du droit du travail. Et on progresse un peu en fiscalité progressive. La fiscalité progressive et les services publics, c'est un croisement qui permet de montrer qu'on lutte contre les inégalités, puisqu'on réduit les inégalités par la redistribution directe, mais aussi par les services publics. Et la hausse, le gel du barème, de fait, en libérant de l'impôt sur le revenu une partie de la population, nous a fait, mathématiquement progresser. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on a une perspective internationale sur la question des services publics en France, c'est de bien voir qu'effectivement, on a toujours aujourd'hui, par rapport à d'autres pays, un haut niveau de services publics, que ce soit sur les questions de santé, mais même sur les questions d'enseignement supérieur, on est toujours en avance par rapport à d'autres pays. Je ne délivre pas ici un satisfecit, j'explique le positionnement dans cet index, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que nous, on a vu que sur des sujets qui sont des sujets qui anticipent l'avenir des services publics, nous sommes en train de progressivement être grignotés. Les choix fiscaux qui ont été faits par le gouvernement dès 2017, à part pendant la période du Covid, ont été des choix qui ont accru les inégalités. Donc, nous sommes conscients de la grande attention qu'il faut porter à ces sujets-là,
aussi parce que pour beaucoup, la France apparaît encore comme un modèle. Il y a beaucoup de débats dans d'autres pays avec une référence au système de santé français. Il y a peu de pays dans le monde où on peut arriver avec... on peut, par exemple, accoucher, j'allais dire gratuitement. Évidemment, ça n'est pas gratuit, mais on peut arriver sans aucun papier, sans aucun document, et on va être soigné. On peut réaliser une transplantation en urgence d'un organe d'un enfant qui n'a aucun document administratif, c'est-à-dire qu'y compris des soins qui sont des soins très coûteux, auxquels il y a une exclusion totale d'accès dans beaucoup de pays, existe en France. Et donc, pour nous, Oxfam, ça nous semble extrêmement précieux. On ne se satisfait pas de cette situation et on est très attentif au fait justement que si on n'investit pas sur la suite, si on n'adapte pas, comme vous l'avez dit, ces services publics aux enjeux qui sont ceux qui sont devant nous, et notamment à la question climatique, on va passer à côté d'un grand pan de l'histoire. C'est pour ça qu'on a travaillé, mais j'y reviendrai après, sur la question des recettes. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter, parce que ce rapport parle service public, parle aussi environnement. Cécile Blatrix, ce constat que dresse le collectif sur des politiques publiques qui, par construction, n'ont pas intégré les enjeux environnementaux, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Est-ce que vous le partagez, ce constat? Est-ce que ça a évolué dans les dernières décennies et aujourd'hui, on en est où de l'intégration de la dimension environnementale dans les politiques publiques? Avant de vous répondre, je voudrais effectivement revenir à la question que posait Marie Plat, finalement, en tout début de présentation de votre travail, et dire à quel point, d'ailleurs, j'ai trouvé complètement impressionnant les résultats que vous nous présentez de manière concise et extrêmement frappante. Donc, quel lien entre le service public et l'écologie? C'est évidemment très difficile de réagir à chaud sur la présentation orale d'un travail qu'on n'a pas encore lu, mais on voit bien en écoutant les restitutions que la réponse, elle est effectivement nuancée selon les secteurs qui ont été étudiés, mais elle ne semble pas très engageante. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais j'ai bien aimé la formulation de Jean-François Collin et cette idée que la démocratie de l'eau est déficiente, elle serait sans doute à penser. On voit un renforcement des inégalités territoriales par les politiques publiques, qu'il s'agisse de mobilité ou de logement. Donc le lien entre services publics et écologie, je pense que c'est une question qui montre effectivement à quel point, mais ça c'est bien montré dans le rapport et je crois dans l'édition précédente, même si le prisme n'était pas celui de la crise écologique, on a une façon de concevoir le service public, peut-être l'intérêt général également, qui a pu évoluer, une action publique qui a pu évoluer, mais finalement, si on se situe sur un temps long, la prise en compte de cet enjeu écologique, ce qu'on appellerait la mise à l'agenda de l'environnement, à l'agenda des politiques publiques, mais aussi la mise en politique de l'écologie au sens cette fois de la compétition politique, c'est finalement encore extrêmement récent. On parle de 71 pour la création du ministère de l'Environnement, 1974 pour la candidature de René Dumont à l'élection présidentielle. Et ce qui caractérise l'entrée en politique publique de l'environnement, c'est quand même, je m'interrogeais par rapport à ça, c'est quand même le sentiment, le constat formulé par des anciens ministres de l'Environnement, anciens et anciennes ministres de l'Environnement, eux et elles-mêmes, c'est le sentiment d'une impuissance. Je fais référence au titre du premier titulaire de la fonction, Robert Poujade, qui publie un ouvrage rendant compte de son expérience au moment où, en 1971, on crée un ministère de toutes pièces en allant rassembler différents services qu'on trouvait à la culture ou au sein de l'agriculture et qui fait état de l'absence totale de moyens. Et cette thématique de l'impuissance, elle revient tout au long de titres d'ouvrages d'anciens ministres de l'Environnement, même si Huguette Bouchardot nous parlera dans son ouvrage du ministère du possible, en réponse à Robert Poujade.
On peut aussi citer le titre de l'ouvrage de Corinne Lepage, « On ne peut rien faire, Madame le ministre ». Donc, tout ça donne le sentiment qu'il y a une similitude entre les débats qu'on peut avoir sur une forme d'impuissance publique aujourd'hui et cette impression effectivement que, encore aujourd'hui, en 2024, on ne semble pas avoir trouvé la bonne formule. Alors, ce n'est pas seulement une question d'organisation institutionnelle, hein. C'est aussi une façon d'intégrer ces enjeux environnementaux de manière structurelle et profonde dans l'ensemble de nos manières de penser et de fabriquer l'action publique. Donc, je m'arrête là pour l'instant, mais on pourra y revenir. Merci beaucoup. Peut-être, Antoine Pellion, vous avez peut-être envie de réagir à ça. Est-ce qu'on est impuissant ? Est-ce que c'est le ministère des possibles ? Et puis le constat, de manière générale, qui est dressé dans le rapport, il est assez critique vis-à-vis des orientations, on dit, de l'action publique. On parle de ce contresens en partie sur pas mal de politiques publiques. Est-ce que c'est un constat qu'en partie vous partagez ? Comment vous réagissez à ces exposés ? Bien, bonjour à tous déjà, à toutes et à tous, et merci pour l'invitation. Peut-être, je vais repartir de ce que disait Cécile Duflot sur le fait que, en fait, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, quelque part, on se console. Je le paraphrase un tout petit peu. Je ne dis pas que la situation, elle est bonne et qu'elle n'est pas améliorable. Je pense qu'il y a plein de choses à améliorer, et je vais revenir sur ce que je partage dans le constat. Je pense qu'il y a une réalité quand même de dire qu'on a un point de départ français, du coup, qui est de qualité, globalement, même s'il est nettement améliorable, et même si ce qu'on est en train de vivre, et je regarde avec le prisme qui est le mien, qui est les sujets environnementaux et à la fois les sujets de changement climatique, de raréfaction des ressources, etc., nous conduit à faire pas mal de virages, et je vais y revenir. Un petit exemple aussi, quand même, enfin, vous l'avez rappelé, hein, dans la période Covid, on est quand même un des pays qui a le mieux protégé aussi les citoyens quand on compare du coup à ce qui s'est passé dans les autres pays européens et mondiaux. Et là encore, je ne cherche pas à avoir un satisfecit du coup de l'action publique globale. Je mentionne juste ces points d'accroche-là. Ce que je partage par ailleurs dans le constat, alors, il y a on est face du coup à des murs qui nous arrivent, ou avec des phénomènes qui vont du coup accroître des situations d'inégalité. Je prends deux exemples. Le sujet du changement climatique et donc qui conduit à ce que des expositions de populations vulnérables augmentent, parce que généralement ceux qui sont en zone inondable, qui seront encore plus inondables demain et qui par ailleurs sont au croisement d'infrastructures de transport polluantes, etc., sont les populations les plus fragiles et les plus précaires. Donc ça entraîne du coup une nécessité de réagir, et là ça renvoie à des sujets d'aménagement du territoire. L'autre sujet, vous l'avez évoqué dans le rapport, mais la question de l'eau qui va être très centrale. Leurs chiffres, alors je ne pense pas qu'il le soit dans le rapport, mais je vous le redonne là parce que moi il me frappe beaucoup. Réchauffement de 3 degrés monde, ce qui fait 4 degrés France, veut dire que globalement, l'eau utile disponible va baisser d'un quart en France. On va perdre 50 milliards de mètres cubes. C'est plus que l'intégralité de ce qu'on prélève aujourd'hui. Donc une fois qu'on dit ça, on se dit, ça veut dire que, et à la fois les usages, ça veut dire que même avec tous les plans de sobriété du monde, ça ne permet pas de maintenir l'existant. Donc on est sur une transformation profonde des usages, l'aménagement du territoire, etc. Et ça renvoie vers une nécessité de faire évoluer les modalités de prise de décision, de gouvernance. Et ça, je partage ce constat-là, puisqu'on est sur des changements radicaux, du coup, qui nécessitent du coup une grande différence. Après, est-ce que pour autant il y a et totalement de l'impuissance et du coup une inaction? Ça, je ne le partage pas. Donc, mais de ce fait, même si tout est améliorable, peut-être je trouve que le meilleur, un élément important, me semble-t-il, c'est qu'est-ce qu'on a réussi à faire au cours des toutes dernières années. Là encore, je ne cherche pas à avoir un satisfecit global sur tout, parce que ça n'est pas le cas. Mais quand on regarde le sujet, par exemple, de la baisse d'émissions de gaz à effet de serre, en 2023, on baisse de 6% de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2022. En 2024, on est sur une tendance qui est globalement la même, plus de 5%. Et ça nous met ça sur la bonne trajectoire pour atteindre nos objectifs de baisse en 2030, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que du coup, l'intensité de l'action, il faut continuer à le porter de façon à pouvoir poursuivre au cours des prochaines années, mais ça n'est pas rien non plus, et ça, je pense que c'est un point important. Quand j'entendais dans le rapport tout à l'heure, par exemple, sur la partie transport public, on a eu, en tout cas 2017, le fait de se dire, là, on avait des énormes moyens qui étaient investis sur le TGV, une rebascule et une redirection sur les transports du quotidien qui s'est transformée par des milliards d'euros très concrets et qui ont permis aussi d'améliorer, alors c'est des investissements qui mettent du temps à avoir des résultats de qualité de service, mais qui sont très réels. La régénération ferroviaire, c'est plus 3 milliards d'euros par an ces derniers temps.
Donc tout ça, c'est dû aussi du très concret. Et je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on donne l'impression d'une impuissance généralisée parce que les choses peuvent bouger. Elles commencent à l'être. Par contre, est-ce que pour l'instant, on est d'une ampleur suffisante? Là, pour le coup, la réponse est non. Et il faut du coup accentuer sur pas mal de leviers, mais qui sont à la fois ceux de l'État, mais qui sont aussi, on pourra y revenir, parce que je pense que le sujet du mode d'action, de mode de décision, il est très important là-dessus. On n'est pas uniquement sur des compétences du coup gouvernementales, mais on est sur des compétences de collectivité, beaucoup en matière d'aménagement, de transport public, de bâtiments, etc. On est aussi sur une mobilisation de la société civile en général. Et quand je dis ça, je ne cherche pas à dire que c'est aux gens de faire tout l'effort, puisque dans la planification écologique, ce qu'on dit, c'est que 75% des efforts, c'est les gros qui le font, entreprises, services publics, en sens d'abord l'État, et 25%, c'est les gens, donc vous et moi à titre individuel. Et au sein des gens, l'impact, du coup, la part des déciles, des 9, des 10 sur cette transformation, elle est beaucoup plus importante et elle doit l'être. Merci beaucoup pour ces éclairages sur le constat. Si on passe à la question de l'analyse, dans l'analyse proposée par ce rapport, il y a une notion un peu centrale qui est celle de conflit de besoins, l'idée que il va falloir faire des choix qui ne sont pas solubles dans la technique entre des aspirations collectives. Se déplacer plus n'est pas compatible avec polluer moins. Comment est-ce que ça s'est intégré dans les politiques publiques? Alors, il y a peut-être Cécile Blatrix, dans cette notion de besoin, il y a la question il y a une idée qui est que on qualifie avec le même mot besoin les besoins écologiques et les besoins sociaux, ne serait-ce que parce que si on ne répond pas aux besoins écologiques, on met en danger à un horizon assez court la soutenabilité sociale. C'est une vision politique, ça appelle peut-être aussi une pratique, des fameux décloisonnements qui est une forme de serpent de mer. Est-ce qu'on a les outils pour faire face à ces conflits de besoins aujourd'hui dans l'action publique? Alors, est-ce qu'on a les outils? C'est une est-ce que la notion est utile aussi, par ailleurs, à la compréhension du... Je ne suis pas sûre qu'on puisse répondre de manière générale, tout secteur d'action publique confondu. En tout cas, ce que ça m'inspire, c'est effectivement expression qui revient dans votre travail et déjà dans l'édition précédente, cette idée de regarder effectivement et réfléchir en termes de besoins auxquels il convient de répondre. La question ça évoque de toute façon une caractéristique qui est au cœur de toute action publique, c'est l'existence de besoins en conflit, mais également d'intérêts contradictoires ou potentiellement contradictoires, éventuellement au sein d'une même politique publique. L'existence aussi dans la manière dont on produit l'action publique sur toute une série de secteurs, l'existence de luttes institutionnelles entre secteurs de l'action publique, plus ou moins établis, plus ou moins anciens, plus ou moins pourvus en grands corps, en expertise, en réseau d'influence et en moyens. Donc de ce point de vue-là, le ministère historiquement en charge de l'environnement part structurellement faible par rapport aux autres secteurs de l'action publique. Et c'est pourquoi la question que je me posais en vous écoutant, c'est au fond, en quoi c'est nouveau ? En quoi cette idée qu'il y a des besoins en conflit, oui, des intérêts contradictoires, bon. En quoi finalement tout ça est nouveau ? Je pense que la réflexion, elle est d'autant plus pertinente, effectivement, dès lors qu'on l'arrime aux enjeux liés à la crise écologique, effectivement. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure aussi de cette expression proche de conflits d'usage à propos de la ressource en eau. Ces conflits d'usage, on les retrouve sur le rapport qu'on peut avoir à toute une série de milieux naturels et de pratiques de loisirs ou récréatives, la manière dont on occupe l'espace, les calanques l'été ou les espaces naturels protégés. Donc je pense que c'est vraiment le constat d'une urgence qui n'est pas nécessairement partagée
en France, même en 2024, par l'ensemble des acteurs, y compris politiques. Hein, le constat ou la certitude qu'il y a vraiment une urgence qui, je pense, donne toute sa pertinence à cette question-là. Et également le sentiment qu'on n'a toujours pas trouvé la manière de mettre en débat de manière convaincante. Alors on pourrait parler des différentes techniques, procédures et autres assises de l'eau ou varenne agricole qui sont des exemples qu'on pourrait longuement discuter, de même que le grand débat national dès lors qu'on parle de ce service public. Mais on n'a toujours pas trouvé une manière de mettre en débat de façon à construire la légitimité des arbitrages qu'il va bien falloir effectivement prendre sur toute une série d'enjeux. Merci beaucoup. On va y revenir à cette question de la démocratie. Elle est centrale. Elle a été abordée par les collègues. Peut-être Cécile Duflot. Derrière, il y avait cette question de conflit de besoins et puis cette idée que les politiques publiques, à certains égards, se sédimentaient dans le mauvais sens. Peut-être par manque d'imagination, peut-être aussi parce que ça a été dit, il y a des intérêts derrière. Comment, y compris quand on est ministre, qu'on fait face à cette double contrainte d'une architecture de politique publique qui n'intègre pas à l'origine la dimension écologique, qui a tendance à se reconstituer elle-même, et puis qui est défendue par des intérêts assez forts qui soutiennent des secteurs économiques importants, le BTP pour ne pas le citer, dans le secteur du logement. Je vais vous répondre très concrètement, puis je vais vous répondre en parlant très directement d'un dispositif fiscal qui porte mon nom, malheureusement pour mon père, qui m'en veut encore. Mais juste avant, je voudrais répondre sur la question des besoins de la démocratie, parce qu'en fait, effectivement, je suis d'accord avec Cécile Platry, c'est une vieille question. C'est une vieille question qui est résolue par ce qu'on appelle la déclaration d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique, ça peut être attentatoire à un droit qui est protégé par la Constitution, qui est le droit de propriété. Donc, il faut une utilité publique. Et là, très clairement, en gros, est-ce qu'entre des gens qui ont leur maison et le fait de faire passer un TGV, on dit que pour faire passer un TGV, on peut exproprier ces gens. Il faut les indemniser, mais on peut les exproprier. Et il y a eu un pas de plus au travers de ces questions d'utilité publique. Je le dis parce que c'est issu d'une loi Barnier, c'est la création du débat public. Donc de l'idée que les très grands projets doivent faire l'objet d'un débat public. Et je pense qu'en fait, si on veut essayer de travailler sur cette question des contradictions, parce qu'elles existent aussi, et parfois les arbitrages, y compris quand on sait qu'est-ce qui va le mieux dans le sens de l'écologie, c'est compliqué. Moi, j'ai le souvenir d'une micro-ZAD à Toulouse, quand il fallait construire l'atelier d'entretien des tramways sur une zone maraîchère. Tu fais quoi? Les tramways ou le maraîchage? Et des fois, c'est vraiment soit un crève-cœur, soit pas évident, soit voilà. Et donc, je pense qu'il faut réussir à travailler maintenant sur ces sujets-là sous une forme rénovée du débat public où on discute et puis à un moment on arrête. Il y a une utilité publique. Alors là, ce ne sera pas un grand projet d'infrastructure, mais à une politique. Et qu'elle est engagée par ce débat public. Je pense en particulier à la rénovation thermique des bâtiments et on ne fera plus marche arrière. C'est-à-dire considérer une multiplicité de petits travaux comme un grand projet d'infrastructure. En France, on est hyper à l'aise. S'il s'agit de faire un viaduc, alors là, on déroule. Et une fois qu'on a dit qu'on allait faire le viaduc, on continue. Ça vaut pour le Grand Paris, ça vaut... Avec les infrastructures, on est à l'aise. Je pense qu'il faut qu'on soit de la même nature sur les grandes politiques de petits travaux qui permettent de répondre à l'urgence écologique. Et je voudrais quand même faire une petite remarque à mon voisin, qui est que les relativement bons succès qu'a connu la France ne sont pas liés à des politiques structurelles, mais à une addition de phénomènes plutôt favorables. Oui, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais éclairci, le HCP et le HCC le disent quand même, que les politiques structurelles dont on a besoin, et en plus, là, maintenant, ils vous ont un peu débranché, donc vous n'êtes pas obligé de les défendre. Merci, Cécile. Ça comme une marque de soutien. Oui, c'est une marque de soutien. J'ai publié une lettre ouverte au Premier ministre pour dire qu'il fallait que le secrétariat général à la planification reste rattaché à Matignon et reste dans les réunions de cabinet, parce que tant qu'il n'y a pas un cap de transformation écologique qui est porté à Matignon, quels que soient les talents personnels, individuels du ministère de l'écologie,
il se fait tout le temps contre-arbitrer. Et je le dis, hein, elle est ministre, re-ministre depuis 2 jours. Et la ministre Pannier-Runacher a dit la pure vérité. Météo France ne s'est pas gouré, tous les météorologues le disent. Simplement, les inondations hyper violentes et dangereuses pour la vie humaine, parce que la France est le pays où il y a le plus de morts, qu'on peut lier directement à des événements climatiques extrêmes rattachés au dérèglement climatique en Europe, sont liés à la sururbanisation et à l'imperméabilisation du sol. Je le sais d'autant plus que la zone où il y a eu lieu ça, il y a 15 ans ou 18 ans, j'ai fait une manif avec les écolos locaux. Alors les écolos à Cannes, c'est microcosmique, pour expliquer qu'il ne fallait pas urbaniser là, que vu le bassin versant, je me souviens d'un monsieur barbu qui expliquait ça très posément, qu'on allait risquer de tuer des gens. Donc j'ai fait cette manif, il doit encore rester 2-3 traces, parce que Internet existait déjà. Et donc c'est très agaçant, et donc non seulement je la soutiens, mais vraiment, pour le coup, là maintenant, on en est... la non-vérité, le mensonge le plus éhonté, c'est quand même pénible parce que c'est le gros problème de la question climatique, c'est que la réalité va nous rattraper. Je ferme la parenthèse et je m'occupe du dispositif fiscal, du poids des lobbies, du conformisme administratif et politique. Donc, le premier qui lance un dispositif d'exonération fiscale en échange de construction de logements engagés à être loués pendant une durée minimale, à l'époque, même pas à des personnes sous un seuil de revenus, mais à un niveau de loyer modéré, c'est Cellier. C'est la logique de droite qui consiste à dire, en fait, on peut faire, et je reviendrai parce que c'est édifiant par rapport à l'enseignement supérieur, par rapport au fait et par rapport aux crèches, on n'a qu'à faire des services publics avec le privé. En plus, comme les publics ils sont nuls et ils coûtent cher, le privé va faire mieux pour moins cher. En vrai, je crois qu'il n'y a aucun service public où ça marche. Et je fais une toute petite anecdote parce qu'elle est magistrale. Alors, comment ça s'appelait ce truc quand il fallait réduire tout, les administrations devaient enlever des postes, un truc de Sarko. C'est quoi le nom ? RGPP. Voilà, donc, merci. Ça a marqué la salle. Pour le RGPP, les administrations devaient filer des postes. Et donc, ce qu'a fait le ministère de l'Intérieur, c'est de donner tous les postes qui faisaient la sécurité des ministères. Et donc, on n'a pris que des prestats. Je pense que le bilan, je crois que la Cour des comptes l'avait fait, c'est que c'est plus cher à la fin. Mais c'est normal, parce que vous payez des mecs qui, en plus, ne sont pas disciplinés en termes de droit du travail comme ce qu'on peut demander à un policier. Donc, ils ont quand même encore le droit à des heures sup, etc., etc. Et puis, en plus, il faut dégager de la marge pour distribuer du dividende aux actionnaires des entreprises qui embauchent les dites personnes. Donc, techniquement, je ne vois pas comment ça peut coûter moins cher. De temps en temps, je pense qu'il faut être assez basique. Et c'est valable pour la crèche, c'est valable pour plein d'autres sujets. Mais le problème, c'est que du coup, eux, ils essayent de faire le max d'économies. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ministères de ce pays qui sont gardés par des personnes sans papier, mais c'est plutôt cocasse. Mais il y a une histoire très jolie, c'est qu'un jour, mon fils vient me voir et il dit « Bonjour, je viens voir Cécile Duflot ». Et le monsieur qui fait la sécurité à l'entrée, il dit « C'est qui ça ? Elle est dans quel service ?» C'était un petit ministère. Hein. Donc, c'est logique, parce que les gens, ils sont recrutés vite, pas cher, etc., etc. Donc, je ne m'échappe pas de l'affaire de la défiscalisation, mais j'y reviens. On dit, voilà, au lieu de filer de l'argent au logement social, on va défiscaliser l'investissement immobilier, on va multiplier, en fait, ça va devenir des quasi-bailleurs sociaux en échange d'une défiscalisation, ils vont louer moins cher. Là, pour le coup, ça a été surdocumenté, c'est toujours plus cher. L'argent mis au logement pour les défiscalisations immobilières est toujours plus cher. Donc moi, j'arrive au ministère du Logement en 2012 avec des tonnes de projets, dont l'encadrement des loyers, plein de trucs, l'augmentation du taux de logements sociaux obligatoires au titre de la loi SRU, tout un tas de trucs qui rendent tout le monde un peu dingo. Et j'ai pris de front le lobby, pour y revenir, des professionnels de l'immobilier, mais aussi avec la garantie universelle des loyers, le lobby des assureurs, qui avait inventé, qui est un truc qui fonctionne toujours, c'est-à-dire la garantie des loyers impayés. Le principe même de cette garantie, c'est que pour pouvoir en bénéficier quand on est propriétaire, on est 3 fois plus sélectif pour le locataire, et puis de toute façon, on trouve toujours une faille pour ne pas payer. Ça, les assureurs adorent les dispositifs assurantiels qui les obligent à ne jamais payer. D'ailleurs, ils m'ont proposé de rendre l'assurance loyer impayé auprès d'un assureur privé obligatoire, comme pour les automobiles. Et là, j'aurais été leur héroïne et je pense que j'aurais eu plein de papiers gentils dans la presse. Mais pour ce qui est de la défiscalisation immobilière, la tétanie était totale du côté des
des constructeurs en disant c'est ça qui nous fait vivre. Et c'est vrai, le marché immobilier, et je pense qu'une des conséquences de la crise qu'on connaît, c'est ça, était totalement drogué, mais addict en fait, addict à la défiscalisation. Et mon pari a été de dire, en fait, on va faire comme quand on essaye de sevrer quelqu'un, c'est-à-dire de faire petit à petit. Donc de diminuer le taux, de diminuer l'avantage fiscal, de contraindre le niveau des loyers, d'interdire les descendants et les ascendants, etc. Donc si vous retrouvez la presse de l'époque, ils ont hurlé en disant que c'était nul, que ça ne marcherait jamais, etc., etc., etc. En revanche, ce qui est certain, et ça c'est l'histoire la plus cocasse pour montrer la permanence indépendamment des ministres, donc je reconnais très volontiers que je n'ai pas mené ce combat-là en plus de tous les autres, c'est que j'ai été nommée, je ne sais plus à quelle heure, genre vers 17h, et à 17h02, il y avait 3 noms de sites, loi du flot, défiscalisationduflot.com, qui ont été déposés comme création de site. C'est-à-dire qu'ils étaient absolument sûrs d'eux et absolument sûrs du fait que qui que ce soit, quoi que ce soit, ça allait fonctionner. Et je termine sur les lobbies. Les lobbies, pour moi, c'est vraiment mes amis, parce que c'est la meilleure définition de la puissance de l'action publique. Pourquoi des gens dépenseraient des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, une énergie considérable, achèteraient des journaux et des chaînes de télévision si les décisions de politique publique ne pesaient pas sur la réalité? L'existence même des lobbies est la définition la plus éclatante de la puissance que peut avoir l'action publique, en termes de régulation, en termes d'investissement, en termes d'engagement. Et donc, ce n'est pas un souci que les lobbies mettent beaucoup d'énergie. La seule question est de savoir comment on agit face à eux. Est-ce qu'on tient ou est-ce qu'on ne tient pas? C'est tout. Personne n'est obligé d'appuyer sur le vote pour. Hein. Moi, j'ai entendu à l'Assemblée nationale l'éloge des boissons sucrées pour empêcher l'interdiction de la publicité dans les magazines pour enfants d'un député. C'est une des fois où j'ai craqué. Je dis, mais t'arrives à te regarder vraiment dans la glace? Mais il fallait que le problème, c'est pas le lobby. Le problème, c'était le député qui, pour des raisons que je préfère ne pas connaître, était en train de faire cette défense-là. Je m'étais fait plaisir au moment de la loi Allure parce que il y avait un député qui avait repris, le pauvre, en plus, je pense que c'est tombé sur la figure du conseiller, de son assistant parlementaire, un amendement écrit par la FNAIM, où c'était écrit « Nos professionnels, notre activité ». L'amendement, il était écrit comme ça. Donc oui, ça existe, mais il faut juste se dire qu'en face, il faut des politiques qui aient la capacité à être lucides. Puis ensuite, ça marche un peu, et je termine là-dessus, les lobbies, c'est un peu comme les vampires, ça n'aime pas la lumière. Et je pense que la pire histoire que j'ai connue, c'est une opération de lobbying très organisée, c'est-à-dire qu'avant le rendez-vous, des professionnels du syndicat des professionnels des ascenseurs, il y avait eu un grand papier dans le Parisien expliquant les conséquences des chutes dans les ascenseurs sur les personnes âgées. Et j'ai rendez-vous le lendemain. Le sujet était un décret, la publication d'un décret sur la sûreté dans les ascenseurs, et l'enjeu était ce qu'on appelle le système de précision d'arrêt. Le mécanisme de précision d'arrêt, c'est ce qui permet que les anciens ascenseurs où le seuil de l'ascenseur peut être écarté du seuil du palier de plus ou moins 2 cm arrive à plus ou moins 2 mm. Un marché énorme. La rénovation de tous les ascenseurs d'avant, dans mon souvenir, 2002, je crois. Sauf que, en fait, ce n'était pas forcément nécessaire, en tout cas pas dans les petites copropriétés, mais c'est quand même génial. Vous êtes des professionnels, normalement, une entreprise privée, vous trouvez des clients parce que vous êtes bons. Non, là, vous avez une masse de clients parce qu'ils sont obligés. Et donc, j'ai été convaincue par les arguments de l'administration qui expliquaient pourquoi ils pensaient vraiment que c'était surtout une opération pour trouver du chiffre d'affaires. Et j'ai dit que je ne signerais pas le décret. Le monsieur en question, il a commencé à me menacer, à me dire qu'il faudrait que j'assume les accidents et les fractures de col du fémur. Et je lui ai dit, vous savez quoi? J'ai beaucoup réfléchi avant, j'avais un petit doute sur l'opportunité de signer ce décret et son dispositif. Mais votre argument qui consiste à me menacer d'être une tueuse de mémés, ça m'a bien convaincu que c'était inutile, parce que si vous êtes obligé de dire ça, c'est que vous n'avez pas d'autres arguments. Et je vous préviens gentiment, si jamais vous tentez votre petite opération, je raconte exactement dans ces termes cette conversation. Bon, il y a prescription, c'était il y a plus de 10 ans, du coup je le raconte, mais c'est exactement comme ça que ça marche. Et ça marche avec des méthodes de voyous, mais après, soit on se soumet, soit on résiste. La responsabilité, elle est celle des politiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est passionnant de pouvoir exercer ces responsabilités-là. Si je peux dire un truc, ce qui a valu son pesant de cacahuètes, c'était la personne en charge du sujet à l'administration.
et je l'ai vu devenir bleu, orange, violet, parce que le moment où j'ai dit aux tueuses de mémés, au président du syndicat, il s'est dit que là, il ne comprenait pas très très bien ce qui lui arrivait. Donc là, j'ai compris que mes codes écologistes, de partis politiques, ce n'étaient pas des codes adaptés au fonctionnement habituel ministériel. Merci beaucoup. Antoine Pellion. Plusieurs sujets. D'abord, est-ce que les codes des lobbies, eux, sont adaptés à l'univers ministériel? J'imagine que vous en êtes affronté quelques-uns, ou à défaut d'affronter, au moins vous en avez fréquenté d'une manière ou d'une autre. Comment ça fonctionne? Et puis peut-être 2 questions en un pour aller directement sur les perspectives. On entendait tout à l'heure dire que dans des tas de domaines, l'administration ou le privé était d'une manière drogué à des dispositifs, ce que disait Cécile à l'instant sur les niches fiscales et le secteur du logement. Quand on voit les 70 milliards de diminution de cotisation, 9 emplois sur 10 qui sont concernés, on voit que c'est un enjeu majeur. Vous avez travaillé en 2024 sur une stratégie emploi et compétences pour la planification écologique, dans laquelle vous identifiez 8 millions d'emplois qui sont concernés par la transition écologique, qui d'une manière ou d'une autre vont devoir évoluer, et avec des risques élevés, certaines fois de postes non pourvus. Est-ce qu'il n'y a pas des mannes dans lesquelles taper pour justement réorienter? J'entendais Marie là juste tout à l'heure dire cibler, qualifier, orienter. Peut-être que... Pourquoi est-ce qu'à ce stade on ne s'y attaque pas, ou on s'y attaque que sous l'angle de budgétaire? Est-ce que c'est un levier? Bien, peut-être plusieurs éléments. Je réagis quand même juste à un petit point que donnait Cécile Duflot. Je maintiens que dans la baisse d'émissions de gaz à effet de serre, notamment des dernières années, on a une part de conjoncturel et une part de structurel. Mais on a une part structurelle significative. Le HCC, donc le Conseil au climat, nous dit 2 tiers de structurel, 1 tiers de conjoncturel. Ce qui, du coup, nous fait un 4%, ce qui est la trajectoire qu'on doit tenir annuelle pour pouvoir avoir notre objectif en 2030. Donc, je ne suis pas en train de dire... Et ça, du coup, ça a été, pour le coup, documenté. Je ne suis pas en train de dire que tout est gagné. Je dis juste que ça existe, ça n'est pas rien. Et c'est ça mon point. Et ça n'est pas uniquement... Je pense que c'est important de dire que les politiques publiques, d'ores et déjà, elles produisent un certain nombre de résultats. Par exemple, là, c'est changement de chaudière, isolation. Ça explique une baisse entre 2009 et 2022 de 6 millions de tonnes de CO2 par an, là où on avait une baisse donc significative. Après, peut-être revenir, je vais aller direct, je vais aller à vos questions, mais sur les sujets à la fois lobby, gouvernance, et notamment pour réagir au sujet de la solitude du ministre de l'Environnement face à ces sujets. Du coup, ce qu'on a testé au cours des 2 dernières années, c'est le fait de dire on positionne la planification écologique au niveau du Premier ministre, et donc du coup, on est, nous, une petite équipe qui permet d'opérationnaliser ça. Et donc, ça n'est pas uniquement le sujet du ministre de l'Environnement, mais c'est le sujet de tous les ministres, de l'agriculture, de l'économie, etc. Mon retour d'expérience au bout de 2 ans, c'est que ça produit des résultats qui sont intéressants. Après, ça reste très lié à des configurations politiques qui incluent qui est Premier ministre à ce moment-là, et donc aussi quelles sont les équipes de force. Non, mais c'est pas la même façon de dire les choses, mais en dessous, ça dit la même chose. Non, mais au-delà de ça, c'est de dire que ça dit quand même qu'il existe une forme d'organisation qui est efficace. Et en tout cas, avec Elisabeth Borne, on a fait un travail à la fois de réalignement de politique publique. Je ne dis pas que tout est parfait, il y a plein de choses à améliorer, de dégager des moyens supplémentaires, 7 milliards d'euros post-gel en 2024, qui sont significatifs et qui apportent, à mon sens, des résultats. Donc, 3e point, le sujet des lobbies et des pressions. Ils sont un peu partout, et donc, bien sûr, c'est aussi un sujet qu'on a à gérer au secrétariat général. Je pense qu'il y a une façon, quelque part, qui a été dite un peu quand Sylvie Duflot dit c'est des vampires, ils ont peur de la lumière. Donc nous, notre ligne de conduite est assez claire, et de dire à un moment, nos travaux sont publics, on produit et on rend tout cela, on met tout ça sur la place publique, et on a un débat, du coup, sous l'œil de tous, sur à la fin quelles sont les hypothèses qu'on retient, comment on fait concrètement, etc. Et donc, pour donner des exemples concrets, eh bien, sur la construction de logements neufs, nous, on défend une position qui est une baisse du volume de construction de logements neufs, parce qu'on n'a pas besoin de toujours autant de logements neufs demain, et ça pour autant remettre en cause la capacité à accueillir tout le monde et à loger tout le monde, parce que du coup, on a un effet populationnel, on a un effet aussi, pour le coup, on a une augmentation du taux de vacances des logements au cours des dernières années. Donc il y a tout ça, ce travail. Alors ça se regarde d'ailleurs pas au niveau national, ça se regarde au niveau territorial, parce qu'à un moment donné, si on a plus de logements disponibles mais qui ne sont pas aux bons endroits, on a un problème, mais ça donne un exemple.
On s'est battu du coup sur la suppression du Pinel, pour donner une autre niche fiscale, sur lequel on est en train de la mettre en œuvre concrètement, puisqu'elle va s'arrêter à partir de l'année prochaine. Sur le sujet du zéro artificialisation net, qui n'est pas un sujet du coup qui suscite un engouement collectif. Pareil, on a maintenant dans l'ensemble des SRADET, donc des planifications régionales de France à partir du mois de novembre, l'intégration du coup de cette baisse d'artificialisation sur l'ensemble des points. Un exemple, j'étais il y a quelques heures encore avec un certain nombre de lobbies qui du coup cherchaient à me faire dire que il n'y avait pas de contrainte de biomasse et qu'on allait pouvoir faire du biogaz à foison. Et donc, de ce fait, garder les usages actuels du gaz simplement en le convertissant en biogaz. Ben non, ça n'est pas possible. Il va faire des choix par rapport à ça, et on l'a dit, et on l'affirme. Donc ça, tout cela, je pense qu'une des façons quelque part de remettre les choses droites, entre guillemets, c'est d'être précis sur les trajectoires et puis d'être transparent sur ce qu'on y met. Ce qui conduit peut-être deux derniers points. Le premier sur la façon aussi de prendre des décisions et de porter les débats au niveau local. Ça, c'est notre retour d'expérience qu'on a essayé de mettre en place. C'est qu'on a appelé des COP régionales, où du coup, on se pose la question de se dire, toute cette trajectoire de décarbonation à la maille nationale, ça veut dire quoi à l'échelle d'une région, d'un département, d'une métropole, d'un EPCI? Et on ne vient pas à la mode Gosplan en disant, vous devez faire tout ça, on vient en installant un débat et une discussion, en se disant, compte tenu de vos particularités territoriales, la mise en œuvre du plan tel qu'il a été imaginé et débattu au niveau national, elle donnerait ça, mais c'est un point de départ de la discussion. Ensuite, on peut faire tout autre chose à partir du moment où on respecte une seule règle, deux règles simples. Une, quand on fait moins de quelque chose, il faut dire donc moins de rénovation, moins de surface de couverts végétaux en agriculture pour la captation du carbone, il faut dire ce qu'on fait de plus par ailleurs pour compenser. Et donc de ce fait, il faut qu'on garde une ambition semblable. Et par ailleurs, on a une obligation de crédibilité. On dit concrètement comment on fait pour y arriver. Parce que c'est trop facile, du coup, de faire des grandes déclarations super ambitieuses à 2030 et derrière, sans dire comment on y va concrètement. Il y a une région que je ne citerai pas, m'a dit, mais en fait, moi, c'est simple, votre truc, c'est trop compliqué, il y a trop de choses à faire en même temps. Moi, ce que je fais, c'est des véhicules électriques à foison. Alors, combien de véhicules électriques? 40% de véhicules électriques dans le parc en 2030. Là, on peut prendre le truc par tous les bouts qu'on veut. Il n'y a juste pas assez de véhicules vendus en France entière, ne serait-ce que si les véhicules roulaient uniquement électriques, uniquement dans cette région, on n'arriverait pas encore à 40%. Donc, ce n'est pas physiquement possible. Et donc, du coup, de mettre ça sur la table, ça permet de remettre le débat. Et donc, je pense qu'on n'a pas... Du coup, ce processus, il est en cours, mais je trouve de dialogue territorial, et à chaque fois, on ne regarde pas silo par silo, on regarde les sujets à 360 pour regarder comment... Parce que sinon, c'est trop facile de dire je fais zéro effort sur le logement parce que c'est l'agriculture qui doit faire tous les efforts ou le transport. Et donc, il faut mettre tout bout à bout et avoir la discussion complète là-dessus. Je termine du coup sur la question des emplois, et notamment pour réagir à un des points du rapport que j'entendais tout à l'heure. Je pense qu'il y a ce qu'on constate. Donc, déjà, il y a deux effets très forts dans les sujets de transition. On a l'ordre 1, c'est un sujet générationnel. C'est une vague massive de départ à la retraite, du coup, sur l'ensemble des métiers qui sont concernés par la transition, sur lesquels il y a un renouvellement nécessaire. Et à l'ordre 2, du coup, une évolution structurelle de la typologie des métiers qui fait qu'on a des besoins nouveaux, etc. Sur les besoins nouveaux, ce qu'on constate et qui nous préoccupe, c'est pas qu'on précarise les emplois, c'est que c'est les emplois qui sont la nature des emplois nouveaux sont des emplois qui sont généralement plus physiques, moins attractifs aussi quand on les regarde un à un, et qui sont du coup une pénibilité qui est supérieure aux emplois d'aujourd'hui, entre guillemets, toutes choses égales par ailleurs. Et donc on a un vrai sujet d'accompagnement de cela, de monter quelque part en gamme, mais après on ne va pas les transformer. À un moment donné, si on veut passer du coup sur, si je prends le sujet agricole du coup et le développement massif du maraîchage, à un moment donné, il faut des bras pour le faire aussi. Et ces sujets-là, c'est une pénibilité importante. Et donc, à ce stade-là, on voit une difficulté du coup de recrutement assez massif sur ce type d'emploi-là, qui nécessite un certain nombre d'accompagnement, de formation, mais sur lesquels on n'a pas totalement la réponse encore aujourd'hui, compte tenu de la pénibilité globale. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à un échange avec la salle, parce que je vois le temps qui file et je ne voudrais pas qu'on se coupe de ça. Il y a quelques micros que Alice et Julien peuvent faire passer, donc n'hésitez pas à lever la main. Je vois déjà une première main qui se lève au fond de la salle. Si on peut par ailleurs alterner les femmes et les hommes dans les interventions, c'est encore mieux. Je peux y aller ? Oui, bonsoir, merci beaucoup pour cet excellent débat. Vraiment top qualité. Donc une question sur l'écologie et la démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne sur le climat? Qu'est-ce qui s'est passé avec la 69? Merci beaucoup pour cette question. Je vous propose qu'on en prenne quelques-unes d'un coup et qu'on
qu'on propose aux intervenantes, intervenants de réagir ensuite. Et j'insiste, je pense qu'il faut une parité dans les interventions, si vous voulez bien. Merci. Je voudrais mettre à l'idée un nouveau chapitre qui m'apparaît important. Je voudrais rappeler qu'on consomme 15 kg d'air. Un adulte, c'est en moyenne entre 10 et 15 kg d'air par jour. Et donc la qualité de l'air, la pollution atmosphérique qui fait des dizaines de milliers de morts additionnelles par an, c'est quelque chose qui est à peu près transparent dans le débat public. Et il me semble que le service public a quelque chose à faire là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Moi, je ne suis pas une femme, donc ça m'embête de poser la question. Je suis sûr qu'il y en a plein des pertinentes aussi. J'ai des choses à raconter, mais... Ah, là, au milieu. Merci. Est-ce que je peux faire passer le micro, s'il vous plaît? Ouais, merci beaucoup. Est-ce que le sujet des lobbies n'est pas central, y compris dans les autres thèmes qui ont été abordés ce soir? Donc, ça a été très bien dit sur le logement. On l'a tous vécu en interne à l'administration. Nous, on considère que ce n'est pas un problème de difficulté d'organisation ou de je ne sais quel mystère de politique publique, mais que c'est un problème de volonté politique. Et le poids des lobbies dans les différents thèmes qui ont été évoqués ce soir est pour moi majeur. Quelle est votre opinion là-dessus? Merci beaucoup. Oui, une dernière question éventuellement. S'il y a... Le monsieur, il a le droit. Bah oui. Allez-y. Merci beaucoup. Ça ne fera pas la parité, mais le 40% minimum de nomination aux emplois de direction 3-1, ça marche. Parce que c'est 40% de 4 arrondi à l'anti-inférieur, donc on peut faire 3 nominations masculines et une féminine. C'est la loi, hein, j'y suis pas favorable, mais c'est comme ça. Jules Chamou, secrétaire général de la ville de Trappes, merci beaucoup pour vos interventions intéressantes. Je voulais proposer une déclinaison locale et vous entendre sur l'aspect juridique de ce problème-là. On le prend souvent par le prisme financier. Madame Duflot a un peu développé le fait que la démonstration a été faite du rôle des politiques publiques dans la mesure où il y a des lobbies. Je prends un exemple. Si la ville de Trappes souhaite rénover massivement son centre-ville, elle doit faire 25 ans d'acquisition foncière parcelle par parcelle avant de pouvoir rénover quoi que ce soit, parce qu'il faut faire des rénovations massives, parce que des petites rénovations ponctuelles suffisent, mais nous mettent quelque part dans les 2/3 de structurels qui sont néanmoins pas suffisants pour atteindre le rythme si on rajoute les émissions importées. Donc, comment je fais, moi, comme fonctionnaire territorial, pour accélérer la bifurcation écologique qu'on aspire toutes et tous dans cette salle, je pense, à voir se réaliser, sans des leviers juridiques plus puissants sur notamment la contrainte de la propriété privée, par exemple? J'ai pas bien compris, c'est sur la rénovation? Oui, si on veut rénover le centre-ville, il y a plein de dispositifs possibles et imaginables, mais si on veut faire des rénovations conséquentes, il faut rénover en gros à la Haussmann, rue par rue, je vais un peu vite, et donc il me faut la propriété foncière ou un autre vecteur juridique, mais qui nous permette d'avancer plus vite. Et donc j'en ai pour 25 ans d'acquisition foncière avant de commencer les travaux. Et on n'a pas tout à fait 25 ans. Merci beaucoup. Ça fait des vastes questions. La démocratie, l'expropriation, le rôle des lobbies, l'air. Et sachant qu'il y a des contraintes que certaines d'entre vous ont, notamment de services publics ferroviaires, je vous propose de répondre en 1 minute 30 chacune et chacun. Qui veut commencer? Cécile D. Le Conseil, la Convention citoyenne sur le climat, juste Macron n'a pas tenu sa parole, en fait, c'est simple. Il s'était engagé à la reprise des propositions et puis ça n'a pas été fait. En revanche, c'est une très bonne leçon parce que ça a montré à quel point on était capable de faire mûrir des gens ensemble. Et je pense qu'il y a quelque chose qui aurait pu être utilisé, c'est d'utiliser les membres de cette convention comme porte-parole de ces décisions pour les solidifier dans la durée. La 69, on est sur un vieil éléphant blanc, je pense... Vraiment. Sur l'air, bien sûr que la question est absolument centrale et pour l'instant, personne n'a envisagé de privatiser l'air, c'est une bonne nouvelle. Sur le fonctionnement des lobbies, bien sûr, c'est toujours la même chose et c'est toujours la même chose et ça n'est pas exclusivement sur les élus, c'est aussi sur l'administration.
Moi, j'avais un grand pote qui s'appelait le CSTB. Et le CSTB, c'était quand même les mecs qui t'expliquaient que construire plus de 1 étage en bois, c'était dangereux. Il fallait faire du béton. Donc, et c'était pas des élus. Donc, ça circule à tous les niveaux. Et enfin, sur la ville de Trappes, moi, je pense qu'on va être au-devant d'un gros sujet qui est une sorte de vague de copropriété dégradée des années 80. Donc, c'est pas exactement le même sujet, mais il va falloir s'en occuper. Et comme on l'a fait avec Clichy, je pense qu'il faudra un opérateur public capable de faire du portage et de l'ingénierie de projet à la place des copropriétés. Je suis par ailleurs copropriétaire. On s'est lancé dans un projet de rénovation thermique. Franchement, c'est un sketch. C'est un sketch affreux entre la banque, tout ça. Et donc, c'est pas seulement de la mauvaise volonté, c'est que je pense qu'il faudra des opérateurs à qui les copropriétaires privés peuvent déléguer de façon globale ce type de mission. J'ai tenu en 1 minute et 30. Merci beaucoup. En balayage rapide aussi, je pense que sur la qualité de l'air, je souscris au point. Je souligne quand même que on a une amélioration, notamment dans toutes les métropoles qui sont maintenant passées en dessous des seuils, sauf du coup 2 importantes, Marseille et Paris, et qui restent du coup soumises aux zones à faible émission. Mais du coup, il y a eu une amélioration, notamment parce qu'en matière de mobilité, de chauffage, etc., il y a eu des grosses améliorations et d'industrie des sources émissives. Sur la Convention citoyenne pour le climat, ce qui s'avère que j'ai eu l'occasion de travailler étroitement sur le sujet aussi de la fameuse loi climat et résilience. Je pense qu'il y a 2 choses. Je pense qu'il y a effectivement à un moment donné un engagement pris qui n'est pas tenu en l'état, mais de ce fait, mais derrière, parce que pour avoir regardé le truc en détail, on a des propositions de la Convention citoyenne qui sont en réalité du coup très abouties par rapport à ce que les citoyens mis ensemble et qui, du point de départ, et donc du coup ça c'est remarquable, mais pour autant pas encore opérationnel et actionnable et opérationnalisable, avec un vrai sujet de et concrètement comment on fait, et du coup qui a créé énormément de malentendus et donc aussi de divergences derrière sur le point d'atterrissage. Donc ça reste un matériau qui est utilisé, qui n'était pas reprenable en l'état, de mon point de vue. Et ça n'empêche pas moins que par rapport à l'engagement qui avait été pris de reprendre sans fil, ça n'a pas été fait, ce qu'on peut constater du coup très, très simplement. Sur le sujet du coup de Trappes, peut-être 2 choses. Enfin, je suis totalement d'accord avec Cécile Duflot sur le côté des opérateurs ensembliers. Je pense qu'il y a des schémas qui fonctionnent. À Marseille, par exemple, avec des ORCOD qui ont été mis en place de façon à pouvoir avoir des opérateurs qui le font. Les opérations de l'ANRU aussi, quelque part, sont un modèle par rapport à ce que vous mentionnez, sans forcément que, du coup, chacune des communes de France se lance dans des programmes d'acquisition foncière, qui me semblent être, du coup, assez inatteignables d'un point de vue financier et opérationnel. Voilà, donc quelques réponses rapides. Merci beaucoup. Et peut-être Cécile B, le mot de la fin pour la démocratie. Oui, je vais revenir sur la Convention citoyenne pour le climat et essayer de mettre ça en perspective, parce qu'en grande tendance, on a depuis quelques années une conception de la mise en débat qui va privilégier des formes de dialogue direct avec le public, et qui stigmatise, disqualifie et délégitime tout ce qui est société civile organisée, corps intermédiaire. Donc là, je fais référence au fait que la Convention citoyenne pour le climat, pour moi, c'est une façon de se sortir du grand débat national, qui lui-même était une façon de se sortir de la crise des Gilets jaunes. Mais les résultats ou l'absence de résultats qui ont suivi n'ont étonné que ceux qui n'avaient pas éventuellement fait ce constat de la co-occurrence entre des grands événements extrêmement coûteux, très médiatisés. On pourrait s'amuser à calculer le coût des participants, d'ailleurs on l'a fait, et les effets sur l'ensemble de la population de tout cela. Et dans le même moment, on assiste à l'accélération de quelque chose qui est déjà engagé depuis 2012, mais qui va s'accélérer de façon très significative. C'est des grands chantiers de simplification. Je mets des guillemets, parce que cette simplification, en fait, elle aboutit à une singulière complexification. Simplification du droit de l'environnement, simplification du droit de la participation du public aux décisions en matière d'environnement. On évoquait tout à l'heure la Commission nationale du débat public. La tendance, c'est d'augmenter les seuils de saisine obligatoire. Le nombre d'enquêtes publiques qui ont lieu chaque année est passé de 15 000 à 20 000, à aujourd'hui 5 ou 6 000. Et je ne peux même pas, en une heure et demie, je ne pourrais même pas, mais en 1 minute 30, je ne peux pas vous faire toute la liste. Donc, je trouve ça extrêmement préoccupant.
avec une nouveauté aussi assez inédite dans l'histoire du ministère en charge de l'environnement, qui a été construit par un partenariat complètement étroit et qui était dans la création du ministère de l'Environnement, le fait de s'appuyer sur le mouvement des associations de protection de la nature et de l'environnement, qui était, là je cite Pierre Lascoum dans l'éco-pouvoir, jusqu'en 91, création des DIREN, où on n'a aucun service extérieur de ce ministère. Les associations de protection de la nature et de l'environnement jouent le rôle des services extérieurs dont le ministère est singulièrement dépourvu. La relation aujourd'hui entre ce champ des associations de la protection de la nature et de l'environnement et le ministère qui a cette charge-là, c'est pas tout à fait la même que celle qu'on pouvait étudier à l'époque et jusqu'à une période encore relativement récente, jusqu'à l'après-Grenelle, finalement. Voilà, pour ma part. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour cette table ronde. C'est vraiment très intéressant. On vous libère, notamment ceux qui ont des contraintes, mais merci encore pour la richesse de la discussion. Et alors, restez assises et assis, un tout petit mot de conclusion, si Marie, tu as un micro à côté de toi. Et puis on vous dit la suite, on espère continuer ces débats. Ça marche. Oui, ça marche. Le petit mot de conclusion, il est très simple. Merci à vous toutes et tous d'être venus pour cette conférence. Le deuxième point, c'est le débat ne s'arrête pas là. Rejoignez-nous, adhérez au collectif et aidez-nous à faire vivre ce rapport aussi. Le troisième point fondamental, c'est la prochaine étape. On va boire un verre au Basile. C'est en bas, à gauche, quand on sort de Sciences Po. Vous êtes évidemment toutes et tous les bienvenus, si les murs sont assez grands. Merci.